Bertrand Alliot, bienvenue sur le plateau. Je vous ai invité parce qu'il s'est passé quelque chose d'assez exceptionnel. Vous avez perdu votre poste à l'université Gustave Eiffel. Est-ce qu'en deux mots, déjà, vous pouvez nous résumer ce qui s'est passé? Oui, merci de me recevoir. Alors, en deux mots, j'ai un poste de direction à l'université Gustave Eiffel. Alors, dans l'administration de l'université, hein, je ne suis pas prof, etc. Et donc, j'avais été promu il n'y a pas très longtemps pour préfigurer une nouvelle direction, en fait, la direction de la recherche. Et effectivement, après un article de Mediapart sur mon association Action Écologie et sur moi-même, eh bien, il y a eu une cabale, en fait, contre moi. Disons orchestré en partie par le syndicat SNES-SUP-FSU, qui a fait un communiqué de presse. Alors après, il y a eu il y a vraiment, pendant un mois, il y a une espèce de campagne de harcèlement contre moi, parce que, à cause de mon engagement, finalement, en dehors de mes activités professionnelles, sur la question de l'écologie, et évidemment un engagement critique des questions de l'alarmisme climatique ou lié à la biodiversité. Alors, quand est-ce qu'a commencé cette cabale? Alors, elle a commencé juste après ma nomination. Alors, il s'est trouvé que j'ai été nommé quasiment la même semaine où est sorti l'article de Mediapart. C'est quand même extraordinaire. Et ça a commencé à ce moment-là. Donc, je vous ai dit, il y a eu un communiqué de presse. Après, il y a eu une campagne d'affichage anonyme contre moi dans les couloirs. Vous avez eu dans les UFR des motions mises au vote contre moi. Et puis, des choses invraisemblables qui ont été dites parce que le président faisait une tournée, si vous voulez, des popotes, on va dire, en début d'année pour expliquer ses projets à l'ensemble de la communauté universitaire. Et il était pris à partie, harcelé véritablement par tout le monde. Alors, on m'a accusé un peu quand même de fascisme parce que parfois j'écris dans Valeurs Actuelles, hein, c'est un crime de lèse-majesté. Et puis aussi très attaqué donc, sur mes positions sur les questions d'écologie finalement. J'ai toujours été engagé sur l'écologie. J'étais militant écologiste pendant très longtemps, on va dire ça comme ça. Et puis, j'ai eu un tournant où j'ai milité plutôt contre les excès de l'écologie, on va dire ça. Vous voyez? Et alors, ce tournant, je pense, n'a pas été apprécié en interne, alors que ça n'a rien à voir avec mon activité professionnelle, en fait. Donc, qu'est-ce qu'on vous reproche? D'être climato-sceptique? Ah bah oui, ça c'est le mot magique, si vous voulez, qui vous enferme dans une prison sociale. Ça, c'est incroyable. Donc, évidemment, dès qu'on critique l'alarmisme, si vous voulez, en fait, on dit quoi avec le climat? Que ça va être la fin du monde et qu'on va tous mourir. Je caricature, évidemment, mais il y a quand même un peu de ça. Et puis, il y a des politiques très, très punitives qui sont issues de ce diagnostic. Eh bien, alors, on va tout de suite vous traiter climato-sceptique. Et à partir du moment où vous dites ce mot, le silence se fait. Et vous devez être condamné, quoi. Il n'y a plus que ça. Mais alors, revenons un petit peu en arrière. Pourquoi Ouais. est-ce que Mediapart vous a ciblé? Alors pourquoi? Alors ça c'est intéressant parce qu'on a été visible avec Action Écologie ces derniers temps. Pourquoi? Parce qu'on a fait d'abord un premier article dans le journal Le Point. Avec Erwan Seznec qui m'interrogeait sur la biodiversité, parce que biodiversité, c'est vraiment le sujet qui devient très important en France. Vous avez vu qu'on a on a empêché les travaux là. On a suspendu les travaux de la 69, c'est pour des questions de biodiversité et d'espèces protégées. Et donc, moi, je connais très bien ces sujets-là. Je suis ornithologue amateur, j'étais 15 ans au conseil d'administration de la LPO, etc. Et donc, voilà, il m'interrogeait. Alors, il se trouve qu'il y a plein de bonnes nouvelles sur ces questions de biodiversité. Les ONG présentent ces choses-là de façon toujours négative pour faire monter la sauce. Et puis, donc, il y a eu ce premier chose. Et ça, c'est vraiment cet article où je disais, en fait, des banalités. Et je pense que personne ne peut me reprocher ce qui a été dit dans cet article. Les écologistes radicaux n'ont pas supporté. Donc, il y a eu toute une campagne contre moi. Donc là, on a été visible, premièrement. Et deuxièmement, on a fait un petit exploit parce qu'on a organisé un colloque où on s'interrogeait sur ce qu'on a appelé le phénomène écologie. C'est vrai que c'est un truc incroyable. L'écologie, c'est devenu, depuis 10 ans, quelque chose d'extraordinaire. Et donc, on s'interrogeait. On était 7 docteurs diplômés de l'université française à s'exprimer à l'Institut de France. Alors, l'Institut de France, c'est le siège des académies, l'Académie des sciences, l'Académie des sciences morales et politiques, Académie française, etc. Et donc, grâce à Chantal Delsol qui intervenait, nous avons eu une salle là-bas. Et voilà. Et alors, il y a eu une tempête en interne parce que l'Académie des sciences, le président de l'Académie des sciences, a écrit à l'Académie des sciences morales et politiques, en gros, pour empêcher la tenue de ce colloque. C'était quasiment ça. Et alors, on avait mis le logo de l'Académie des sciences morales et politiques sur notre affiche. Et il a fallu qu'on l'enlève. Tout ça a été révélé par
le journal Le Nouvel Obs. Donc il y avait une guerre feutrée à l'intérieur des académies parce qu'on était juste à s'interroger avec du public évidemment sur qu'est-ce que c'est que ce phénomène météorologique, comment on peut le comprendre, etc. Quoi. Des choses qui ne sont pas très violentes. Mais le fait qu'on le fasse à l'Institut de France, ça a été perçu comme une espèce de réussite des climato-sceptiques, vous voyez, alors que le climat, c'était pas le sujet du colloque, c'était l'écologie au sens large, quoi. Et donc ça, Mediapart, après, a fait un article qui est paru 2 mois plus après le colloque, finalement. Mais ils étaient présents au colloque? Alors justement, il y a une petite polémique parce que nous, on a vu que le journaliste du Nouvel Obs, mais on n'a pas vu, il y avait 100 personnes environ, et on n'a pas vu ou reconnu la personne de Mediapart. Après, elle dit qu'elle est venue. Donc, après, toutes les vidéos, d'ailleurs, j'invite tous vos suiveurs à aller voir ça. Les vidéos sont en ligne sur notre chaîne YouTube qui s'appelle L'écologie à l'endroit. Donc, vous pouvez aller voir les interventions de ce colloque qui a failli être interdit. Et puis, je voudrais rajouter une autre chose à propos de l'Académie des sciences. Et c'est là où cet événement que nous avons réussi à faire est assez extraordinaire. C'est que l'Académie des sciences a fait un colloque 6 mois avant le nôtre sur le climat. Dans la grande salle de l'Académie des sciences. Nous, on avait la toute petite salle. Hein. Eh bien, en introduction, le président de l'Académie des sciences avait des propos très alarmistes. Et je dirais que c'était les éléments de langage des ONG. Voyez. Et ce mois-ci, ils ont fait un grand colloque, la même chose, sur la biodiversité. Les 2 sujets, en fait, qui nourrissent la décroissance de l'économie aujourd'hui. Et nous, petite association, on s'est faufilé au milieu de ces 2 grands colloques extraordinaires, catastrophistes, pour faire notre événement, pour essayer de comprendre. Vous voyez, donc c'est un petit exploit qu'on a réalisé, mais cet exploit était visible et pour certains, c'est déjà trop, oui. Et donc, comment ça s'est passé après à l'université Gustave Eiffel? Vous avez été convoqué? Alors non, on m'a jamais rien reproché au niveau professionnel, il faut savoir ça. Hein. C'est vraiment, si vous voulez, le président m'a défendu pendant 3 semaines, bec et ongles. Donc c'était appréciable de voir ça. Et puis on a caricaturé toujours mes propos. Je n'ai jamais pu répondre, en fait. C'est ça le problème aussi. Mais donc, on m'a rien reproché. Mais face, si vous voulez, à la bronca et à la puissance, il y a des gens qui n'ont fait que regarder mes vidéos que je fais depuis 15 ans. Ils ont décortiqué toutes mes interventions publiques pour sortir la petite phrase qui avait beaucoup d'effet et pour le lancer à la vindicte populaire, notamment pendant le conseil d'administration, etc. Et donc, à un moment donné, le président a été acculé et a pris cette décision de me démettre de mes fonctions. Alors, je précise que je suis fonctionnaire. Donc, je ne suis pas viré de la fonction publique. Hein. J'ai toujours un salaire, etc. Mais j'ai perdu aujourd'hui ma fonction de direction. Et pour l'instant, je n'ai pas d'autre affectation, disons. Vous êtes placardisé. Bon, ça fait que un peu plus de 10 jours qu'il a pris cette décision, 15 jours maintenant. Donc voilà où en est la situation. Mais c'est quand même très significatif de ce qui se passe, et notamment dans l'université française, parce que finalement, je suis dans l'administration de la fac. Il se trouve que j'ai fait une thèse sur l'écologie. Je réfléchis à cette question depuis 15 ans. On pourrait prendre ça comme quelque chose de positif plutôt, parce que voilà, on a quelqu'un qui est dans l'administration, mais qui réfléchit à ces questions et qui est un thème d'ailleurs majoritaire de l'université, puisque l'université réfléchit beaucoup évidemment à ces questions. En fait, j'étais un pionnier parce que quand j'ai fait ma thèse en 2007 en sciences politiques sur l'écologie, personne parlait de ces questions. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment, même j'ai créé une association sur le campus qui s'appelait Paris Nature pour pour favoriser la biodiversité sur le campus. Vous voyez? Et aujourd'hui, l'université met en place des politiques internes sur la biodiversité. Hein? Dans le cadre de la mission de développement durable. J'avais 10 ans d'avance sur ce que fait l'université sur ces questions-là. Vous voyez, ça n'a pas empêché les gens de me saquer. Vous voyez, ces petits commissaires politiques qui aujourd'hui veulent m'empêcher d'exercer mes fonctions. Moi, quand j'avais 18 ans, j'étais déjà au conseil d'administration de la Ligue pour la protection des oiseaux. Eux ne savaient pas encore écrire, je pense, un tract syndical. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, on m'a saqué alors que je pense qu'il va falloir qu'ils courent vite pour me rattraper dans ce que j'ai fait pour la protection de la nature et de l'environnement. Et est-ce que vous avez reçu du soutien de vos collègues de l'université? Ouais, alors ça, c'est un peu le point noir. Je dois dire que quand même, c'est une grande université. J'y travaille depuis à peu près 15 ans, donc c'est comme important. J'ai jamais eu de problème majeur, disons. Tout le monde a des petits problèmes, évidemment, mais je pense que j'ai fait du bon travail et j'ai vraiment reçu très très peu de soutien, effectivement, alors de mes collègues avec qui je travaillais.
directement, et puis avec certains profs, mais très très peu finalement. Ça se compte sur les doigts de la main. Et il se cachait un petit peu pour vous dire je suis d'accord avec toi. Et... Non, alors pas oui, il y en a certains où ils se cachaient ou ils se cachaient pas, mais il y a quand même très très peu de personnes. J'ai eu beaucoup de gens à l'extérieur évidemment qui m'ont soutenu, mais assez peu de personnes en interne, voilà. Mais alors que il y a vraiment une campagne de harcèlement, de dénigrement qui a duré 1 mois. Alors moi, je naviguais en aveugle parce que j'étais complètement sur ma mission de préfiguration de cette nouvelle direction. Je prenais des rendez-vous partout. Donc j'étais vraiment concentré sur ce que je devais faire pour l'université, et il y avait une espèce de tempête que je n'ai pas sentie au départ, mais qui a été très très violente. Et donc, quelles étaient les pressions que vous subissiez à l'université? Quelles étaient les insultes? Vous dites qu'il y avait des tracts contre vous? Oui, alors c'était des tracts effectivement qui étaient affichés dans les couloirs. Et, ça rappelle les heures les plus sombres, ça. Ouais, c'est ça. Les heures les plus sombres, effectivement. Alors ils disaient, ils prenaient les petites phrases, vous voyez, que je disais, qu'ils ont pris dans des vidéos, parce qu'ils m'ont très peu lu. Vous savez, j'ai beaucoup écrit, j'ai même écrit un livre, j'en sors un en mai prochain, Comprendre l'incroyable écologie. On est dans le thème. Hein. Et d'ailleurs, je pense que ceux qui m'ont attaqué feraient mieux de me lire un petit peu. Alors, je ne sais pas si à l'université on lit encore beaucoup, mais en tout cas, il faut quand même, vous voyez, parce que à l'oral, on va toujours un peu vite, c'est pas très raccourci. On peut toujours reprendre des petites phrases. L'écrit, c'est quand même, voilà, c'est le juge de paix, j'allais dire, sur ce qu'on dit véritablement. Je ne suis pas sûr qu'il m'ait beaucoup lu, mais je leur conseille de lire mon prochain livre. Je pense que voilà. Donc il y avait des affichettes avec votre photo et. Alors il n'y avait pas ma photo, mais il y avait mon nom, des trucs sur Action Écologie, et puis ce que j'avais dit encore une fois, et puis bien sûr de climato-sceptique, dénialiste de la crise de la biodiversité, enfin tout ce que vous voulez. Et puis ah oui, il écrit évidemment dans Valeurs Actuelles, aussi dans Journal du Dimanche ou je ne sais quoi. Vous voyez, enfin vraiment, on n'a pas le droit d'écrire dans ce genre de canard. C'est vous dire le niveau de ces gens-là. Et donc. Là, en fait, ce que vous me dites, c'est que vous avez perdu votre poste pour des raisons discriminatoires. Est-ce que vous allez attaquer l'université? Alors, j'ai fait un recours gracieux. Et donc là, je m'interroge, oui, sur un recours contentieux, en tout cas, pour faire valoir mes droits, parce que c'est vrai que... Quelle a été la cause officielle de votre renvoi? Justement, c'est parce que la confiance était rompue avec la communauté universitaire, pour le dire simple. Alors en même temps, oui, il y a des gens qui ont crié, mais toujours c'est les minorités agissantes qui réussissent. Vous voyez, je ne sais pas s'ils ont fait un sondage dans l'université pour savoir s'il fallait me démettre de mes fonctions. Mais c'est apparu comme ça, voilà. Et donc c'est les raisons, mais ce ne sont donc pas des raisons professionnelles, et c'est des raisons qui sont liées à mes opinions exprimées en dehors de l'université. Et ça, on ne peut pas punir quelqu'un pour ses opinions, c'est simplement interdit. Donc c'est légalement interdit. Absolument. On peut pas punir Donc, quelqu'un. qu'est-ce que vous voudriez aujourd'hui? C'est de réintégrer à l'université? Absolument. Enfin, en tout cas, d'abord, le problème, si vous voulez, c'est que j'ai très peu pu m'exprimer, à la fois en interne et en externe, finalement. Alors, Mediapart a fait un 2e article pour, raconter mon dénigrement, enfin voilà, la fin de mes fonctions. Et donc c'est pour ça que je m'exprime aujourd'hui dans les médias pour répondre à cet article. Qu'est-ce que vous avez à répondre à Mediapart? Mediapart, si vous voulez, le problème c'est j'ai l'impression qu'il a fait du Mediapart. Moi, quand j'ai su qu'il faisait un article, ils vous ont appelé avant de sortir l'article? Le premier article, oui. Ils m'ont appelé effectivement, mais c'est toujours une déformation de mes propos. Ils ont tenu des propos diffamatoires, donc j'ai porté plainte en diffamation parce qu'ils ont dit que je me prévalais de titres qui n'étaient pas, que je n'avais pas. Le titre d'ingénieur et le titre de professeur d'université. Or, je me suis jamais présenté comme professeur d'université ni comme ingénieur. Je suis ingénieur maître, en fait. C'est une petite subtilité, mais c'est comme ça. Je suis ingénieur maître, c'est un diplôme, c'est un titre de l'université française. Eh oui. Mediapart, il faut qu'il se fasse à cette idée. Et puis, ça a toujours été une caricature de ce qu'on est, finalement, de nos positions sur l'écologie, de nos accointances avec une soi-disant extrême droite, vous voyez. Mais pourquoi on s'exprime dans des médias, comme vous, d'ailleurs? Je crois que vous êtes un média de droite, non? C'est ce qu'on m'a dit. On s'en cache pas. Assumé en plus. Ah oui, non, on se cache pas. Voilà. Et donc, pourquoi on fait pas comme les médias de gauche qui font semblant d'être neutres alors qu'ils sont de gauche ou d'extrême gauche. Exactement. Pourquoi on s'exprime chez vous, ou chez Valeurs Actuelles, ou dans Le Point, ou... Oui, dans des médias de droite, parce que c'est là où on nous écoute, en fait, où on accepte de nous inviter. Vous savez, j'ai publié pas mal de tribunes depuis 20 ans maintenant. Ma première tribune, c'était dans le journal Le Monde. Après, j'en ai publié 3 dans Le Monde. Bon, il a un peu changé, Le Monde. Mais j'ai essayé plein de fois Libération. Vous voyez, mais je n'ai jamais été accepté.
Et donc, ensuite, sur ces questions-là, c'est vrai que les médias de droite, les partis de droite aussi. Parce que, par exemple, dans l'article de Mediapart, elle dit que je suis intervenu à l'université d'été de Reconquête, ce qui était vrai. Mais elle fait semblant, ou elle a oublié, parce que je lui avais dit aussi que j'étais intervenu dans 5 autres partis politiques de la droite ou du centre, même un parti de centre-gauche, un parti écologiste. Vous voyez, donc ça, elle oublie de le dire. Voyez, elle veut absolument nous portraiturer comme des gens qui sont des fascistes d'extrême droite, donc qui n'ont que des relations avec le parti Reconquête ou la partie de RN. Voyez. Donc dans l'article de Mediapart, elle ne marque que vous avez participé à l'UDT de Reconquête sans dire les autres que vous avez fait des autres partis. Oui, en fait, elle. C'est un petit peu malhonnête comme procédé. Bah, disons que oui, c'est vrai. Alors, elle parle de Reconquête parce que, en fait, Reconquête avait fait une erreur quand ils avaient imprimé le programme. Ils avaient mis Université de Marne-la-Vallée. À l'époque, ça s'appelait comme ça. Enfin, Paris-Est, Marne-la-Vallée. Et donc, j'avais vu ça, moi, et dans les 5 minutes où c'est sorti, j'ai fait changer le programme. Et donc, elle a fait essayer de faire monter la sauce par rapport à ça. Et c'est là où elle dit que je suis intervenu en Reconquête. Et après, elle nous dit aussi que, oui, on a beaucoup d'acquaintances avec la droite. Mais ce qui est remarquable dans mon cas, et ce qu'elle a caché volontairement, c'est que d'ailleurs, j'ai eu un débat chez vous sur l'écologie, vous voyez, et je suis très critique des gens de droite qui veulent faire une écologie de droite. J'ai écrit plein d'articles là-dessus. Et j'ai toujours dit que l'écologie devait se défaire, ou les thèmes, si vous voulez, liés à l'environnement, devaient être détachés de tout thème identifié soit à gauche, soit à droite. Vous voyez, à gauche, ça va être pro-migrant, puis à droite, on va dire, c'est anti-migrant. Voilà, c'est des choses comme ça. Mais on veut mêler les questions écologiques à ces questions-là. Moi, je dis, ça n'a rien à voir. Arrêtez d'essayer de faire un truc d'écologie de droite où on va mêler tous les sujets et on va penser que c'est ensemble, etc. Donc, je suis très critique de ce sujet-là et donc de la droite. Mais ça, elle ne le dit pas. Voyez, alors que pour le public à qui elle s'adresse, c'est un élément intéressant de savoir que Action écologique, Bertrand Alliot, ben finalement, il est vachement critique du camp auquel il est censé appartenir voilà, parce que il dit qu'il faut arrêter l'alarmisme aussi lié l'alarmisme de droite sur ces questions-là, cette espèce de retour à la terre qu'on veut faire un peu. Voilà, qui a un courant, je trouve, à droite qui est assez important et qui était présent chez vous. En partie. Et pourquoi Mediapart vous a visé, d'après vous? C'est étonnant parce qu'elle dit dans une vidéo qu'ils ont fait après sur le site de Mediapart qu'on a une toute petite association, presque rien. Enfin, je ne sais plus quelle est son expression, une coquille vide, voilà. Mais alors cette coquille vide, elle a passé beaucoup d'énergie à essayer de la comprendre. Voyez, c'est qu'en fait on a une petite tête qui dépasse, comme pour le colloque, vous savez. C'était un petit colloque, mais il n'y a que les petits hommes qui redoutent les petits colloques, vous voyez. Et donc, à l'Académie des sciences, c'était ça, je pense, des petits hommes qui redoutaient les petits colloques. Et là, c'est pareil, des petits hommes ou des petites femmes, en l'occurrence, qui redoutent les petites associations qui ont un discours un peu différent, quoi. C'est fascinant, d'ailleurs, l'énergie qu'ils mettent à nous dénigrer. En fait, on est la seule tête qui dépasse un petit peu. Il faut savoir que, et ça, c'est assez étonnant, je m'adresse là, à travers vous, aux associations de protection de la nature, aux naturalistes, etc. Il y a très peu de gens, même il n'y en a pas, qui ont un discours comme moi, en fait. Et c'est anormal. Je pense qu'on devrait être plus nombreux à dénoncer les excès de l'écologie, et notamment liés à la biodiversité. Je trouve que là, on est en train d'un petit peu aller trop loin. Moi, j'adore les espèces. Hein. Si c'était que pour moi, je ferais de la France un parc national. Vous voyez, il n'y aurait pas de route, il n'y aurait rien, que des espèces sauvages. Je passerais mon temps à les observer, vous voyez. Mais je ne suis pas tout seul, vous voyez. Il y a quand même des gens vivre en communauté. Voilà, qui doivent travailler, qui doivent... il faut qu'on ait des usines, des routes. Donc, évidemment, il faut quand même avoir un peu ces choses-là en tête, quoi. L'audience augmente, je vois, j'ai les chiffres sous les yeux. Donc, juste, je vais rappeler un petit peu ce qui s'est passé. Vous êtes Bertrand Alliot, porte-parole de l'association Action écologique, et vous avez été renvoyé de l'université Gustave Eiffel, où vous étiez depuis combien de temps? 15 ans. Alors, je n'ai pas tout à fait été renvoyé. J'ai perdu mon poste de direction. Vous avez perdu votre poste de direction à l'université Gustave Eiffel à cause de vos idées sur l'écologie. Une question, qu'est-ce que ça dit
de l'ambiance générale de la France, votre mise à pied de votre poste? Encore une fois, je précise encore, c'est pas une mise à pied, hein, mais je préfère le dire parce que. Je suis pas syndicaliste du travail, je suis désolé, je peut connais pas raccourcir, exactement. Il faut être honnête aussi sur ce qui s'est passé. Donc, Donc, j'ai toujours un salaire, etc. Oui, votre question, oui, l'ambiance, en fait, bah oui, c'est comme la fermeture de C8 finalement. Hein, et puis aujourd'hui, on a donc l'autoroute A69, vous voyez, on peut plus, les machines doivent rentrer à la maison. Donc pour l'autoroute A69, si vous pouvez expliquer ce qui s'est passé. Bah oui, en fait, il y a une décision d'une juge qui a mis fin aux travaux de la 69. Alors, si on remettait en cause l'autorisation environnementale, et en fait, tout ça sont liés à des questions de biodiversité et d'espèces protégées. Or, pour information, il y a des espèces protégées absolument partout. Dans votre jardin, ceux qui ont un jardin, parfois un balcon, même, vous pouvez trouver des espèces protégées. Des vers de terre. Alors, vers de terre, c'est pas une espèce protégée, mais en tout cas, vous avez des espèces très communes qui sont protégées. Hein. Donc, tel que quoi je sais pas, une mésange, par exemple, tous les petits passereaux, il y a beaucoup de petits passereaux comme ça qui sont protégés. Donc voilà, c'est des oiseaux communs finalement. Puis vous avez un certain nombre plein d'autres espèces. Donc en fait, si vous voulez, il faut comprendre qu'on est dans une période de charnière, mais on s'en rend bien compte politiquement sur tout un tas de questions. Vous en faites l'écho ici. Et puis sur l'écologie, on est sur aussi un basculement. De plus en plus, si vous voulez, c'est devenu tellement punitif qu'on est en train de ralentir un peu les normes environnementales. Et là, on sort aussi du Salon de l'agriculture, vous en avez parlé. Et donc, si vous pouviez après nous dire un petit mot sur le Salon de l'agriculture. Donc, on est en train de vivre cette époque charnière. Et donc, dans ces moments-là, si vous voulez, c'est un peu le bouquet final. Et donc, ça peut être assez violent à la fin, finalement. On est en train d'accoucher de quelque chose de nouveau. Et donc, il faut plutôt se réjouir de ce qui est en train de se passer. Mon petit cas personnel importe peu, finalement. Mais il faut que le débat ait lieu sur ces questions écologiques en France. Et parce que c'est très important, ça nous empêche aujourd'hui. Alors, j'avais pris un exemple la dernière fois que je voudrais reprendre parce que ça dit tout en fait. C'est que sur les questions environnementales, il y a 50 ans, on était en surpoids, on était obèse. C'est-à-dire qu'il y avait trop de pollution, de nuisances, il n'y avait pas de réglementation, il n'y avait rien. Vous voyez, et en 50 ans, il y a eu énormément. Il faut voir le code de l'environnement, il est passé de quelques pages à des milliers de pages. Enfin, c'est colossal. Et donc. On est passé d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire qu'on était obèse et on arrive à notre poids de forme. Mais vous voyez, si quand vous êtes à votre poids de forme, il faut encore maigrir, vous finissez par affaiblir votre corps. Vous voyez, et c'est ce qu'on est en train de vivre en Europe. L'économie, le social, on est en train de briser le pacte social pour un ignoble pacte vert, un bout de papier, le pacte vert européen. Vous voyez, on est sur notre poids de forme. Si on veut maigrir encore, on va mourir. La France étant l'un des pays qui pollue le moins par rapport aux pays développés, grâce à l'énergie nucléaire. Oui, alors ça, c'est les questions de CO2, effectivement. Oui, en CO2. Sur CO2, parce que le problème aussi, ce qu'on dénonce depuis très longtemps, nous, c'est de réduire les questions écologiques à la question du CO2. Les questions environnementales, c'est bien d'autres sujets. Je dirais d'ailleurs que c'est tout sauf le CO2, parce que la question du CO2, si vous voulez, c'est notre argumentation, elle n'est pas maîtrisable, en fait, contrairement à ce qu'on croit. À gauche, ils considèrent que l'écologie, c'est des problèmes d'égalité de genre et de racisme. Oui, mais méfiez-vous, il existe le même phénomène à droite. On va vous dire... les circuits courts. Oui, mais aussi, j'ai entendu ça plusieurs fois. Par exemple, ne pas accueillir des migrants, c'est écologique parce que si les migrants arrivent, vous allez, c'est des gens qui vont consommer autant que nous et donc ça va augmenter les problèmes environnementaux. J'ai entendu ça d'ailleurs à l'université d'été de Reconquête. Oui, mais d'ailleurs j'avais écrit un article qui disait la même chose en calculant en fait combien produit de CO2 un Somalien quand il reste en Somalie et combien il produit quand il vient en France. Voilà, et bien vous voyez, ça je suis contre cette argumentation. Et Mediapart n'a pas voulu le dire. Donc c'est malheureux ça. Pour moi, il faut faire attention à ce genre d'argument parce qu'on est en train de mélanger des thèmes qui n'ont rien à voir ensemble et on est en train de faire une espèce de... Voilà, chacun a son agenda, pourquoi pas. Mais bon, il faut un peu garder raison, quoi. Et donc, dans quelle voie on est en train d'aller là aujourd'hui dans le monde écologique? Là, on voit que vous pouvez perdre votre poste parce que vous n'êtes pas dans la bonne doxa écologique alors que vous avez une association écologiste.
Oui, alors une question écologique qui est vraie critique beaucoup bon, ce qui est devenu l'écologie finalement. Mais oui, vers quoi on va? Bah, pour moi, on va vers. Bon, je vous ai dit, il y a quand même, on a l'impression qu'on va vers l'affouérisme d'une certaine manière. Et donc l'affouérisme va faire diminuer les normes environnementales, ça c'est évident, ou en tout cas enfin, empêcher qu'elles se renforcent encore, quoi. Comme sur le pacte vert, je pense qu'on va vers une fin du pacte vert à moyen terme, parce que c'est tout simplement intenable. Bon, il y a ce qui se passe aux États-Unis, évidemment. Il y a le contexte géopolitique quand même qui est un peu musclé, hein. C'est très possible qu'on aille vers des guerres. Et donc, il y aura des sujets plus importants, à mon avis, parce que l'état de notre environnement est quand même pas si mal en Europe, encore une fois. Donc, on s'est quand même beaucoup développé, il y a beaucoup de normes, on ne fait pas ce qu'on faisait, encore une fois, il y a 50 ans. Il faut arrêter de délirer, quoi. Parce qu'on a l'impression que plus les normes augmentent et plus ça va mal. Vous avez remarqué ça, c'est incroyable, c'est de pire en pire. Et oui. Pourtant, les normes sont de plus en plus importantes. Donc, vous voyez bien que ça ne marche pas, cette histoire de réglementation et de normes. Il faut payer plus d'impôts. Donc, il faut payer plus d'impôts pour sauver le climat. Il faut tout envoyer balader, quoi. Ça ne marche plus, l'augmentation des normes. Non, ce qu'il faut, c'est défaire, en fait. Toute politique doit s'attacher non pas à faire, mais à défaire. Donc un dernier mot sur le Salon de l'Agriculture. Ouais. Vous y étiez hier, où je vous ai croisé d'ailleurs, parce que moi j'ai fait 6 jours sur les 6 jours du Salon de l'Agriculture. Est-ce qu'il y a des bonnes choses que vous avez vues là-bas, des choses qui vont dans le bon sens Bah écoutez, il y avait peut-être moins, on a fait une petite vidéo sur notre chaîne Écologie à l'endroit, peut-être moins justement, on insiste moins sur les aspects environnementaux, j'ai l'impression sur certains stands, j'ai cherché très longtemps le stand de l'OFB, l'Institut français de la biodiversité, mais je ne l'ai pas trouvé. Alors, je sais pas, ils se cachaient. Ils étaient peut-être les hommes à abattre de ce salon. J'en ai beaucoup parlé pendant ces 6 jours. L'OFB est très très mal vu par le monde agricole et même par les politiques d'ailleurs, qui sont pour certains, même pour la suppression de l'OFB. Ouais, je crois aujourd'hui que c'est devenu. Il faudrait supprimer l'OFB, effectivement, le démanteler en tout cas, c'est-à-dire refaire une police de l'eau, de la chasse, etc. et saper un peu, parce qu'il y a vraiment une ambiance très très dominée par une écologie. Militante en fait, même au sein de l'OFB malheureusement. Pour nos auditeurs, l'OFB c'est la police des agriculteurs. Non, c'est l'Office français de la biodiversité. Ils font pas que. C'est une façon de dire police, c'est-à-dire qu'ils arrivent armés sur des exploitations agricoles pour dire vous n'avez pas le droit de faire ça, vous n'avez pas le droit de faire ça à des éleveurs, à des agriculteurs. Et il y a beaucoup de plaintes parce que certaines personnes à l'OFB avaient traité les agriculteurs de dealers. Il y a quelques semaines, un syndicaliste de l'OFB qui avait dit que c'était comme des dealers. Voilà. Oui, il faut. Et puis, bon, bref. Mais en tout cas, le salon s'est très bien passé et c'est toujours agréable d'aller dans cette ambiance-là, même si après on ressort, on peut sentir un peu le bouc, hein, n'est-ce pas? Oui, effectivement, j'ai tous mes habits et moi-même qui sont encore le foin, le bouc et la nature, en fait, parce que 6 jours au salon, ça s'incruste dans les pores, on a beau se laver, ça part pas tout de suite. En tout cas, merci beaucoup Bertrand Alliot.